s'inscrivent et doivent participer à la compétition. C'est aux Ivoiriens de choisir leur président. Si les Ivoiriens veulent choisir un Vietnamien, ça n'engage qu'aux Ivoiriens. Et le général Gueye était d'accord avec nous. Et vous avez écouté le discours. C'était ça. Mais malheureusement, chemin faisant, il s'est fait entourer de ceux que nous avons chassés le 24. De certains que nous avons chassés le 24. Et ces personnes ont commencé à mettre dans sa tête que c'était son tour et que ce pouvoir-là, ça ne se donnait pas, il fallait se maintenir. Plusieurs fois, j'étais son chef de sécurité. Je n'ai même pas voulu être ministre. Et je sais pourquoi. Parce que je suis militaire. En tant que son chef de sécurité, ça me permettait d'avoir les yeux partout et la main sur tout. De savoir ce qui se passait. C'est trop facile de courir derrière des postes ministériels. Ce n'est pas ça le plus important. Quand tu sais ce que tu veux dans la vie, quand tu sais que tu es venu pour être l'esclave du peuple, ce n'est pas un poste ministériel que tu allais t'asseoir. Un ministre ne peut pas aller intervenir dans un endroit où le peuple est en danger. Ce n'est que les militaires qui peuvent le faire. Donc je suis resté dans ma position de militaire. J'étais son chef de sécurité, ça me permettait de voir clair sur tout ce qui se passait. Donc je voyais le balai politique qui se passait autour du général Gueye à vouloir l'obliger à rester au pouvoir. Plusieurs fois nous avons échangé, j'ai dit mon général, la parole c'est sacré. Quand tu prends l'engagement devant le peuple pour dire que nous venons pour une transition de 8 mois, nous sommes venus pour balayer la maison, tu ne peux pas changer chemin faisant en disant que non, tu n'es pas, il faut que toi tu sois candidat. Et pour être candidat, tu ne peux pas permettre aux autres d'être candidats. J'ai dit, je ne suis pas d'accord. Si tu penses que dans la transition, nous n'avons pas fini notre mission, mais prolonge la transition. Pour dire, voilà ce que tu veux faire, tu expliques bien au peuple, voilà ce que je veux faire, je n'ai pas fini, mais prolonge la transition, le peuple comprendra. Mais dis que toi, tu vas te maintenir, il y a un problème. Donc, c'était ça, le débat entre le général et moi, qui était mon patron. Ça n'allait pas. Il était inquiet parce qu'on lui disait, non, IB veut mettre Alassane au pouvoir, c'est pourquoi il ne veut pas que tu sois candidat. Voilà ce qu'on lui disait. C'était difficile, mais personne ne savait. Et on le poussait même à vouloir m'éliminer. Mais c'est Dieu qui élimine. C'est Dieu. Personne n'est immortel. Nous allons tous partir un jour. Mais il y a la manière de partir. Tant que tu es sur la vérité, tu seras là pour continuer ton chemin. C'est pourquoi je suis là. Donc, il a été monté un dossier pour dire non, le général est venu me voir un matin pour dire IB, il faut que tu aies prospecté 2 ambassades. L'ambassade de la Chine et l'ambassade du Canada. J'ai dit mon général, ça peut attendre. Quand nous allons finir la transition, dans quelques mois, nous allons finir la transition, j'irai prospecter. Il dit non, il faut que tu ailles maintenant. Dieu merci, il y a des gens qui sont vivants. L'ambassadeur Jean Wounien était là. C'est lui qui a interviewé. Il est venu me voir à mon bureau, il m'a dit, IB, vas-y. Va, le général est ton patron, va faire ce qu'il t'a demandé de faire. Exécute, il n'y a aucun problème. Il dit, mais je t'enverrai un cadeau tout à l'heure, et ce cadeau-là est très significatif, ça va te dire beaucoup de choses. L'après-midi, son chauffeur est venu me voir, il m'a remis un cadeau emballé. J'ai déchiré le cadeau. Je vous dis tout cela pour vous démontrer à quel point les gens mentent. Et ce n'est pas bien. Je déchire le cadeau, c'est 3 singes en statue. 3 singes. Et une semaine après, tous ceux qui étaient avec moi, à commencer par Zagazaga et autres, les Watao que vous connaissez, les shérifs, tout ça, ont été arrêtés. C'est-à-dire toute la brigade spéciale qui assurait sa sécurité, il les a fait arrêter. On les a mis à la poudrière. Je ne vais pas prendre trop le temps pour vous expliquer ça. Donc voilà comment ça s'est passé. Et après, quand ça s'est passé comme ça, j'ai eu le général au téléphone. J'ai dit mon général, qu'est-ce qui se passe? D'une affectation, d'une prospection, c'est une affectation. Il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que mes collaborateurs, mes compagnons qui vous ont permis d'être au pouvoir ont fait pour se retrouver en prison? Oui, IB, vous voulez me tuer? Oh, j'ai eu l'information, la certitude que vous voulez me tuer. J'ai dit mon général, si on voulait vous tuer, il y a longtemps on l'aurait fait.
Je pense que ce n'est pas la solution de mettre ces jeunes-là en prison. Démontrer au peuple que vous êtes un idole de la paix, parce que c'est ce que vous dites, que vous êtes un des produits purs du Faux Boigny. Donc, démontrer par des preuves, en libérant ces jeunes pour dire, je voulais obtenir la libération de mes compagnons. J'ai dit, libérer ces jeunes et démontrer au peuple que ces jeunes voulaient vous tuer, mais vous, comme vous croyez en Dieu, vous les libérez et vous les laissez avec leur conscience. Il me dit, oui, j'ai compris. Le lendemain, on m'appelle et me dit, ton adjoint la grenade, Gueye a donné instruction, il a été tué en prison. Donc, il a commencé à les liquider un à un en prison. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le général, hier mon général. Mais vous oubliez vite, vous venez de tuer la grenade. Mais sachez que vous allez tous nous tuer. À partir de cet instant, moi je te déclare la guerre. Je ne suis plus attaché militaire. Au Canada, et considérez-moi comme votre adversaire. Voilà comment le général et moi, nous sommes séparés. Donc j'ai rendu ma démission officiellement. Mais dites-moi, il y a combien de généraux en Côte d'Ivoire ici qui vont abandonner un poste juteux au Canada, attaché de défense pour des frères qui sont en prison? Dites-moi. Combien? Malgré que le pays était en sang là, aucun n'a démissionné pour se mettre du côté du peuple. Aucun. Même s'ils fuient leur bataillon, ils vont se cacher. Au lieu de se mettre du côté des jeunes civils volontaires, quelques militaires, au lieu de venir les soutenir, leur apporter leur expérience, ils ne le font pas. Ils sont tous allés se grouper derrière le pauvre monsieur à l'hôtel là-bas et ils laissent le peuple à la merci des mercenaires et des terroristes. Seuls les enfants, seuls. C'est ça qui est la vérité. Alors moi je démissionne de ce poste juteux où je n'avais pas moins de 4 millions par mois. C'est-à-dire tout est pris en charge. Mais j'ai laissé tomber ça. Je ne comptais sur rien. Je suis un fils de pauvre. Mes parents n'ont jamais été des grands fonctionnaires. Mais j'ai laissé tomber. Et je suis rentré en France. De la France, je suis allé au Burkina. Et c'est à partir du Burkina que j'ai commencé à appeler mes amis. J'ai commencé à appeler mes amis. Le jour des élections, quand le cafouillage, on avait déjà installé un système en place. Quand il y a eu cafouillage, nos amis sont allés attaquer la poudrière pour faire libérer les Ouattara et autres qui étaient en prison. Nous les avons fait libérer. Et on les a évadés. Je m'étais arrangé pour les faire tous monter à mes côtés à Ouaga. Pendant ce temps, Soro Guillaume, parce qu'il faut dire la vérité aux gens. Soro Guillaume était encore à Abidjan. Quand il y a eu à Kalmi, je pense qu'il était candidat aux élections à Port-Boué avec Henriette Diabaté. Il a échoué là-bas. 2 fois, mes gens ont commencé à venir. Blaise m'a permis de recueillir mes éléments qui étaient dans des situations clandestines à Abidjan. Donc, on a pu les faire sortir un à un. Thio Fosier, Adams, Watao, Zaga, plein d'autres. Il dit vraiment c'est dur pour lui, qu'est-ce que je peux faire pour lui? Il dit bon, présentement je ne suis qu'entouré que des militaires. Et les journalistes ne cessent pas de m'appeler à tout instant voulant discuter avec moi. Moi, je n'ai pas ce temps. Je m'organise à voir ce qu'on peut faire. Donc viens, toi tu vas t'occuper des journalistes. C'est comme ça que j'ai fait venir Soro Guillaume à côté de moi, comme porte-parole. Tu t'occupes des journalistes. Et c'est de là est née toute cette histoire. Nous avons monté le 19 septembre. J'ai préparé mes hommes pendant près de 6 mois. Nous avons fait 2 ans et demi à Ouaga. Mais pour lancer le 19 septembre, nous sommes retirés en brousse. Préparé mes hommes pendant près de 6 mois. On a tout calé. Le jour où je faisais partie mes hommes sur le terrain, un ami m'a aidé financièrement. Je veux préciser quelque chose. Je n'ai jamais reçu 5 francs d'un homme politique. Pendant mes 3 ans au Burkina Faso, je vous dis sincèrement devant Dieu, je n'ai pas reçu 5 francs d'un homme politique de Côte d'Ivoire. Donc je ne dis pas de nom, je dis bien de Côte d'Ivoire. Je n'ai pas reçu 5 francs, ni d'homme d'affaires, ni d'un homme politique, pour entretenir ces hommes. Qu'est-ce que j'ai à mentir? Si quelqu'un m'a aidé, pourquoi je vais dire qu'il ne m'a pas aidé? Qu'est-ce que je gagne là-dedans? C'est Dieu qui nous a aidés.
et l'État burkinabé qui nous a donné des villas. C'est ça la vérité. Nous avons, après la formation, un ami libanais m'a envoyé 60 millions de francs CFA. J'ai fait des enveloppes. L'intendant était celui qu'on appelle Gaussou. Il est avec la rébellion, c'est le Diagao, le com-zone de Bundiali. J'ai dit, fais des enveloppes de 300 000. J'ai fait des enveloppes de 300 000 pour tous les éléments qui devaient rentrer. Je les avais découpés en 3 groupes. Parce qu'il devait y avoir 3 attaques simultanées. Abidjan, Bouaké, Korogo. Et chaque chef de groupe, Abidjan, c'était Kobo. À Bouaké, c'était Zagazaga. Et à 2002, jusqu'en 2003, avant que je ne parte en France, pour qu'on m'arrête, tout le monde avait une bonne image de la rébellion. Nous sommes rentrés, les choses ont fonctionné dans les normes de Dieu. Nous avons coupé le pays en 2. Les négociations sont sorties des bureaux. Makoussi, d'abord Lomé Makoussi. Et à Makoussi, quand ça s'est passé, je devais aller à D'abord, il faut que je vous éclaircisse quelque chose. Les gens vont se poser la question, mais pourquoi quand ça s'est passé, les premières heures, je n'ai pas sorti ma tête à Bouaké. J'ai été reçu dans un pays par un chef de l'État. Donc, qui m'a donné le statut de réfugié politique. J'étais le seul à avoir ce statut. Donc, tous les autres étaient sous ma coupole. Et quand nous avons coupé le pays en 2, je voulais rentrer. Le grand frère Blaise m'a dit non, tu ne peux pas rentrer. Parce que si tu rentres, c'est la pure démonstration que votre base arrière était le Burkina et que c'est le Burkina qui vous a équipé. Et là, moi, Blaise, ça me met dans une situation très difficile. Donc, laisse les jeunes progresser au moment opportun. C'est-à-dire quand nous aurons toute la situation en main, tu pourras sortir la tête. J'ai dit, ok, mais quelqu'un qui t'a reçu, qui est ton tuteur, tu ne peux pas le sauter, faire ce que tu as envie de faire. Le minimum, c'est le respect. Et dans la logique, effectivement, l'ambassade de France, l'attaché militaire, venait me rendre visite chaque 2 semaines pour se rassurer que j'étais à Ouaga. Parce qu'on disait non, c'est le Burkina qui est derrière, c'est le Burkina qui les a équipés. Quand ils venaient, j'ai dit, mais moi je suis là. Aucun Burkinabé ne combat sur le terrain. Nous n'avons pas reçu d'armes du Burkina, nous avons pris les armes dans les poudrières. En Côte d'Ivoire, parce qu'on avait des alliés là-bas. Donc c'était justifié. Et ça a permis au Burkina de rester blanc. Et ça a permis à la rébellion de tenir sans que les accords de défense qui existaient entre la Côte d'Ivoire et la France puissent être déclenchés. Parce que dans les normes, ça devait se déclencher. Mais comme c'était des Ivoiriens qui attaquaient un système dans leur propre pays, les accords ne pouvaient pas rentrer en action. Voilà pourquoi nous avons pu résister sans que les Français ne puissent nous chasser du territoire ivoirien. Mais malheureusement, vous avez vu la suite. Arrivé un moment, après les accords de Makoussi, le Premier ministre Sédou Diarra m'a envoyé 2 émissaires pour me dire, bon, d'abord ils ont vu Soro Guillaume, j'ai envoyé Soro Guillaume comme chef de délégation avec tous les autres. Après les accords, ils nous ont donné 9 postes ministériels. Et ces 9 postes ministériels, j'avais le devoir de nommer mes ministres. Ils ont demandé à Soro dit non, c'est IB qui dirige, c'est IB qui doit décider. Donc on m'envoie les 2 émissaires de Sédou Diarra. On me demande de nommer les 9 ministres de la rébellion. Je nomme Soro, ministre de l'Information. Je nomme tous ceux qui ont pu m'apporter de l'aide au moment où j'avais besoin de ça. Tel que Guy Michel, que nous avons pris prisonnier à Bouaké, quand Bouaké est tombé dans nos mains, Guy Michel était prisonnier. Et comme Guy Michel, c'est quelqu'un qui m'avait formé dans le temps, Zagazaga m'a passé Guy Michel pour dire, ah, le colonel Guy Michel fait partie des prisonniers. Il me l'a passé au téléphone, j'ai dit, mon colonel, nous ne sommes pas venus contre vous, mais nous sommes venus contre le système qui divise les Ivoiriens.
est-ce que tu veux nous aider? Il dit, mais jeune frère, si c'est toi qui as la tête de ça, je rentre là-dedans. J'ai dit, bon, Zagazara, libère tous les prisonniers, demande-leur de nous aider. S'ils ne veulent pas, laissez-les partir. Guy Michel nous a rejoints. Bamba Sinima nous a rejoints. Le colonel Bakayoko Soumaïla, qui est chef d'état-major, a fui pour aller au village. Son village est à 2 pas de mon village paternel. Je demande après, on dit là au village, j'ai envoyé une équipe aller le chercher, mon colonel, venez vous mettre à nos côtés, aidez-nous avec votre expérience, nous allons avancer. On n'a tué personne quand je dirigeais la rébellion. On n'a pillé personne. On respectait les droits de l'homme. Voilà comment Guy Michel a accepté volontairement de nous appuyer. Quand nous avons eu les 9 postes ministériels, j'ai demandé à Guy, j'ai dit Guy Michel, je te nomme ministre des Sports parce que tu es un homme qui a été là quand on avait besoin de toi. Donc voilà un peu comment j'ai nommé les postes ministériels. Mais ceux qui disent que je demande un poste ministériel aujourd'hui, mais pourquoi au moment où moi-même je devais nommer des ministres, je n'ai pas pris 2 ou 3 postes ministériels pour moi-même? Qui pouvait dire quoi? Je n'ai pas pris. Parce que je n'étais pas venu pour ça. Ma mission était de pacifier la Côte d'Ivoire, de rendre justice, de ramener l'amour entre les Ivoiriens. C'était tout. Je ne cours pas derrière un poste. Donc, je n'ai pas pris dans ce temps. J'ai nommé des gens. Parce que le combat n'était pas fini. Pour certains, ils croyaient que le combat était fini. Ça venait même de commencer. Ça, c'est la branche politique. Mais malheureusement, les amis que j'ai nommés et que j'ai envoyés pour nous représenter ont oublié la mission. Ont complètement oublié la mission. Ils étaient devenus des ministres. Pour eux, c'était la fin. Ils étaient dans le beurre. Ils ont oublié la racine, l'origine de notre combat. Et ils se sont fait manipuler par Laurent Gbagbo. Les remonter contre leurs propres frères. Et subitement, je suis là. J'ai dit, bon, la situation a commencé à se dégénérer. J'ai dit, bah, il faut que je rentre. Je suis allé voir le grand frère. J'ai dit, non, il faut que je rentre. Il faut que je rentre parce que les choses sont en train de se dégrader. C'est pas normal. Je vois mes ministres en train, on me dit ici, hier soir à 2 h du matin, 3 de mes ministres étaient chez Gbagbo en train de boire champagne là-bas. J'apprends ici, 2 de mes ministres sont en voyage avec Gbagbo chez le président Bongo. Je les appelle, je dis, mais qu'est-ce qui vous arrive? Est-ce que je vous ai nommé ministre pour faire des voyages avec... Je dis, Gbagbo, jusqu'à preuve de contraire, reste notre adversaire. Il n'est pas notre ami. Vous n'êtes pas allé pour ça. Vous êtes allé pour défendre les droits des Ivoiriens qui ont des problèmes. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Donc voilà comment ça s'est passé. Je voulais rentrer. Le président Blaise dit non, si je rentre, il aura toujours des problèmes. Donc il serait mieux d'aller à Paris. Et de Paris, j'annonce officiellement sur RFI que je rentre. À partir de là, je peux rentrer. Là, lire les projets. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Mais j'ai dit, mais quand même, aller à 6000 km. Or, je suis à 400 km de chez moi, c'est quand même dur. Mais il fallait respecter. Je vais à Paris. J'ai fait 48 heures. Le 3e jour, je veux retourner. On m'arrête à la sortie de l'hôtel. Que je suis venu recruter des mercenaires. Que je suis un terroriste. Et que je pars tuer un président. J'ai fait 21 jours de prison. Je sors de prison. On me garde en France sous contrôle judiciaire pendant 2 ans. Donc je ne peux pas sortir de la France. Mais Dieu merci, un jour j'ai décidé de sortir et à l'aéroport, je suis passé par la Belgique. On m'a arrêté pendant quelques heures. J'ai dit que si tu ne bouges pas, tes anciens amis ont approché le président béninois, ils lui ont donné telle somme, ils vont t'arrêter. Je me suis débrouillé, le 26 décembre, je suis sorti du Bénin et me suis retrouvé au Ghana. Et effectivement, l'opération était lancée, à leur grande surprise, j'étais plus chez moi. Mais ce qui est grave, c'est qu'arrivé un moment, l'histoire de la rébellion, certains camarades reviennent pour dire que non, un tel IB avec Gbagbo, quand je suis sorti de prison, parce qu'il fallait justifier pourquoi IB allait en prison. Il n'a pas été soutenu par ses amis. Il faut croire aux gens que IB travaille avec Gbagbo, que Gbagbo lui a donné tel milliard, Gbagbo lui a donné ça, tout simplement pour prendre le commandement de la rébellion. Et certains amis, tels que Kass, tels qu'Adams, tels que Djalman, tels que Baladi, ont décidé, tels que Bauer,
sont tous ici, disent non, c'est pas possible. Nous, on connaît nos chefs. Pour rien au monde, il va se mettre avec Gbagbo pour s'associer, pour travailler. Ce que vous dites, ça ne tient pas. Alors, ils sont devenus la cible. Ils les ont ciblés un an, ils ont commencé à les tuer. Ils les ont tués, les arrêter, les mettre en prison. Il y a des gens ici qui ont fait près de 2 ans dans des maisons à, c'est-à-dire 4 mètres carrés. Ils ne voyaient pas le soleil. Ils sont là. Tous ces éléments, ces anciens éléments que vous voyez, ce sont ceux qui ont pu échapper à la tuerie de nos anciens camarades. Mais ce que je vais vous dire, mais après, qui on a vu main dessous, main de ça avec le président Gbagbo? C'était ceux qui ont dit que les autres avaient trahi. On les a vus dans le gouvernement de Gbagbo, Premier ministre, dans la joie. Ils ont ramené Gbagbo dans nos zones, ils ont accueilli Gbagbo, ils ont applaudi Gbagbo. Mais ça nous a apporté quoi? On n'est pas revenu à la case de départ là. Ça nous a apporté quoi? Ils ont construit leur révolution sur du mensonge. C'est pourquoi je dis, tout ce qui se construit sur du mensonge n'aboutit jamais. Depuis 2004, j'ai fait des communiqués pour dire, seule la force peut enlever Gbagbo du pouvoir. Depuis 2004, j'ai dit, tout ce que vous allez faire comme négociation, tout ce que vous allez faire comme concession, même des élections, Gbagbo ne partira pas. Même s'il perd les élections, il ne partira pas. Soyons raisonnables, arrêtons la souffrance du peuple, mettons-nous ensemble pour régler le problème de Gbagbo. Tout le monde m'a trouvé comme extrémiste, celui qui est contre la paix, celui qui est mauvais, celui qui veut ça. J'ai dit ok, seul je ne peux pas contre la vie des autres. Ils ont les journaux, ils ont les télévisions, moi je n'en ai pas. Je vais me taire, je fais silence radio et puis Dieu va faire le reste. Mais où nous sommes aujourd'hui? Et plus pire, plein de morts, plein de souffrances. Ils ont appauvri le peuple. Beaucoup de personnes ont perdu leur travail. Les enfants ne vont pas à l'école. Les gens ne mangent même pas 2 nourritures par jour. Est-ce que ça cela devait arriver? Non. Si vraiment je savais que les choses allaient se passer comme ça, je n'allais jamais déclencher le 19 septembre. Je vous jure. Mais je ne regrette pas parce que c'est avant de déclencher le 19 septembre. Ça veut dire seul dans une maison en 4 murs. Je pense que Dieu était là quand je lui demandais. J'ai dit Dieu, ce que je vais faire, si ça va apporter la souffrance à mon peuple, si ce n'est pas la vérité, ne me donne pas les moyens. Ne me donne pas les moyens. Je n'avais pas les moyens. Notre combat va aboutir parce qu'on croit en Dieu. Si Dieu est vraiment vrai, si Dieu est vraiment vrai, je ne crois pas que nous allons échouer. Parce que quand je prenais l'engagement devant Dieu, comme je vous le disais, en 4 murs, j'ai dit Dieu, ce que je vais faire là, si le peuple, si vraiment je suis pas dans la vérité, ne me donne pas les moyens. Si ce que je vais lancer comme opération militaire, si ça va créer une situation où il y aura assez de souffrance, où nous ne sommes pas sur la vérité, ne me donne pas les moyens. Parce qu'au moment où je demandais, je n'avais pas les moyens, je n'avais pas d'âme, je n'avais pas l'argent. Mais Dieu, si ce que nous allons faire doit ramener la justice, la paix, l'égalité entre les Ivoiriens, donne-moi les moyens. Et Dieu m'a donné les moyens. Ce n'est même pas un homme, je dis bien un ami qui m'a donné les moyens. Voilà comment je me suis engagé. C'est pourquoi je dis, je ne regrette pas. Si ce n'était pas la voix de Dieu, je n'aurais pas reçu les moyens. Donc, chers parents, chers frères, chers amis, je voulais vous rassurer d'une chose, que beaucoup de choses se sont passées en zone CNO. Il y a eu tuerie, vol, pillage, plein de choses.
qui ont sali le nom de la rébellion avant mon arrestation. Mais sachez une chose, c'est que j'ai dit toujours cela à mes jeunes frères. Quand tu t'engages dans quelque chose, engage-toi dans la sincérité. Depuis que la rébellion a quitté la voie originale, c'est-à-dire la voie de la protection du peuple, la rébellion n'a plus avancé. Elle s'est arrêtée. Elle n'a plus progressé. Elle n'a fait que des victimes. Nous nous sommes repliés. Et puis on s'est dit, bon, on ne fait plus rien. Comme il y a des élections, pour ne pas qu'on dise que c'est IB qui s'oppose aux élections. C'est IB qui ne veut pas la paix. Il dit, restez radio silence, préparons-nous, parce que on n'est pas Dieu, on n'est pas des divins. Mais quand tu connais la vérité, quand tu sais la réalité du terrain, nous on était convaincus d'une chose, que ces élections allaient se terminer par les armes. Donc, préparons-nous en conséquence. Et nous sommes préparés. Ils sont là des élections. Qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Nous voici. Et ils n'ont pas trouvé une solution, c'est de prendre les armes pour venir attaquer à Bobo et à Nyama. Et Dieu merci, malgré les maigres moyens que nous avions, avec vos bénédictions, nous avons pu tenir la résistance. Nous nous sommes battus comme on pouvait. On a résisté. Progressivement, doucement, on a pu s'armer sur eux, sur nos adversaires, parce que c'est sûr on s'armait. Quand ils tombaient dans nos embuscades, ça nous permettait d'avoir un peu d'armes. Et ça, c'est la volonté de Dieu. Sans Dieu, tu ne peux pas réussir ce que nous avons réussi. On n'a pas besoin de se taper la poitrine. C'est faux. C'est pas parce qu'on est fort. C'est pas parce qu'on est miraculeux. Mais c'est Dieu qui a tout réalisé. Nous ne sommes que des simples acteurs. Nous sommes des employés du peuple et des serviteurs de Dieu. C'est tout. Et c'est ça notre mission. Nous avons déstabilisé le commandement de l'état-major des Francis par notre résistance. C'est ça la réalité. Ils ont tout essayé. Ils ont envoyé, comment on appelle, le SECOS. Ils ont envoyé la BAE. Ils ont envoyé le bataillon blindé. Ils ont envoyé le BAZA. Ils ont envoyé toute la coalition. Tous les chefs que nous connaissons, nous avons fait l'école ensemble, militaire ensemble. Nous nous connaissons. Ils ont envoyé tout ce qui était comme force ivoirienne. Ils n'ont pas pu contre vos enfants. Grâce à vos bénédictions, grâce à Dieu. Mais je pense que c'est ce qu'il faut reconnaître. Au lieu de raconter ce qui n'est pas vrai. Mais malgré ça, certains se sont assis pour vilipender ce grand travail, pour dire non, ils ne sont rien, ils n'ont rien fait. Mais ce n'est pas grave. Mais Dieu sait ce qui s'est passé. La vérité est là aujourd'hui. Nous avons lancé l'offensive pour libérer certains de nos frères qui étaient à la Maka. Et de là, nous avons lancé l'opération sur Yopougon le même jour, en 24 heures. Nous avons nettoyé Yopougon à grande moitié. Il restait Nyangon. Mais ce n'est pas facile. Yopougon, c'est grand. Avec tous les miliciens. Mais nous l'avons fait. Tout combat se fait avec stratégie. On ne se lève pas comme ça avec des armes pour dire parce qu'il y a des armes et puis se jeter sur le terrain. C'est pas ça le combat. Ça s'étudie, on réfléchit, on mûrit et puis on lance les opérations avec l'ordre de chacun, avec chaque commandement. On savait que la BAE était la plus forte des miliciens. Donc pour déstabiliser les miliciens, il fallait faire tomber la BAE. C'est tactique. Ça ne s'invente pas. Ça ne se ramasse pas au marché. Ça s'étudie ça. Et pendant 4 heures de temps, dirigé par mon adjoint, la BAE est tombée. Avec toutes les armes. Et nous avons pris le camp commando de Yopougon tout. Et on a sécurisé Andokwa. Et à grande surprise, vers 19h, on apprend qu'il y a une colonne qui arrive sur l'autoroute. On ne nous dit rien. On ne m'appelle pas pour me dire, IB, tes frères arrivent, ou bien temps. Rien. Parce qu'ils ont des grosses armes. Ils ont été armés par d'autres personnes. Ils arrivent. Les éléments m'ont dit non, mais ils ont appelé Boué m'a appelé, il dit non, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on ne peut pas les laisser rentrer. J'ai dit non.
ne donnez pas l'occasion aux gens de dire que nous sommes responsables d'une bavure. J'ai dit laissez-les rentrer. J'ai dit je ne pense pas qu'ils viennent contre nous. Parce que ce n'est pas nos ennemis. S'ils viennent, ils ont peut-être une mission, mais je ne pense pas qu'ils viennent contre nous. Laissez-les rentrer. Sinon, ils ne pouvaient pas rentrer. Si l'armée ivoirienne et tous ces chars n'ont pas pu rentrer ici, c'est pas eux qui allaient rentrer par là-bas. Franchement. C'est une réalité. Nous les avons laissés rentrer. Ils sont rentrés en fanfare. Avec des cinquantaines de 4x4. Et les grosses armes dessus. Ils foncent directement sur le camp Agban. Ils foncent sur la télévision. Ils pilonnent pendant des heures, toute la nuit. Et le matin, ils sont fatigués. Ils n'ont pas atteint aucune cible. Les gens les ont laissés pilonner tactiquement. Et après, ils ont lancé la riposte contre eux. La débandade, ils ne connaissent même pas Abidjan. D'autres, c'est du village, ils sont venus, on les a habillés, ils viennent. Ils sont perdus. On les chasse jusqu'à sur l'autoroute. Ils retournent encore. Nous sommes obligés de prendre, allez-y, à la mairie. Plein de blessés, l'hôpital est plein de blessés et de morts. Est-ce que ça c'est normal de prendre les enfants des gens pour les envoyer à l'abattoir? Vous arrivez dans un village, il y a un chef de village qui est là. Le minimum, allez-y lui dire bonjour. Et puis lui dire, bon nous sommes arrivés, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? C'est le minimum. Mais non. Les messieurs tout puissants nous veulent nous écraser. Mais ils oublient que Dieu est derrière nous et que vous êtes derrière nous. Pratiquement, moi j'ai dit à mes hommes de replier. Nous avons pris le côté Yopougon, Andokwa et zone industrielle. Nous avons sécurisé ce côté. Et nos côtés habituels, notre base ici. Et on s'est mis en stand-by. On s'est mis à préparer nos troupes parce qu'on sait que la suite, ça ne sera pas facile. On s'est mis au repos en préparant nos hommes psychologiquement et nous les avons laissé le terrain. Comme ils sont venus pour libérer Abidjan, nous les avons laissé le terrain. Mais nous sommes où aujourd'hui? Des milliers de morts. Ils ne peuvent pas avancer. J'ai de faire ça. Chers parents, nous n'avons empêché personne. Nous n'avons chassé personne de la télévision. Ils n'ont pas pris la télévision, ils ont raconté à tout le monde qu'ils ont pris la télévision. Mais la vérité là, c'est fini toujours par sortir. Ils n'ont pas pris Agban, ils disent qu'ils ont pilonné, ils ont pris Agban. Agban est toujours là. Babou est toujours chez lui et il a la bouche. Il continue de dire ce qu'il veut. Je vous jure, si nos frères nous avaient consultés, ou bien si nos frères nous avaient laissé 48 heures, chers parents, je vous dis bien 48 heures, l'opération que nous avons lancée sur Yopougon, c'était tactique. 48 heures, je vous jure, Babou serait plus au pouvoir aujourd'hui. La base de Babou, c'est les miliciens de Yopougon. C'est la plus grande base. On avait presque fini de neutraliser. C'était fini. C'était fini. Il n'y avait plus rien. Mais malheureusement, pour ne pas qu'on dise que c'est le commandant invisible qui a fait le boulot, qui a nettoyé le pays pour permettre au président Alassane Ouattara de s'asseoir, il faut gâter leur travail et venir voler la vedette. Mais Dieu n'aime pas le mensonge. Dieu n'aime pas le mensonge, mais malheureusement, ceux qui sont à la base de ça sont là, mais c'est nos pauvres enfants qui meurent. C'est ça le drame. Donc, pour raccourcir un peu mon discours, c'est pour vous dire que je n'ai pas besoin de poste ministériel. Je n'ai pas besoin, je n'ai jamais discuté avec qui que ce soit pour un poste de chef d'état-major. C'est le dernier de mes soucis. Et 3, je n'ai aucun problème avec le président Alassane Ouattara. Il y a eu des élections. Il y a quelqu'un qui a été élu, c'est lui. Mais pourquoi moi je vais m'opposer à ce fait, au fait qu'il ne soit pas président? Pourquoi? Hier ou avant-hier, j'ai reçu les imams ici et les chefs du quartier. À leur présence, j'ai composé le numéro du docteur Alassane Ouattara, ils sont là, et j'ai mis sur haut-parleur.